L'échiquier international, merci d'être des nôtres. 500e jour des opérations spéciales russes en Ukraine. La situation sur le terrain est mouvante tellement que le suivi au quotidien pour le Kidam ou n'importe quel observateur devient un exercice délicat pour ne pas dire voué à la caducité avec les incessants démentis de part et d'autre des belligérants. Or, ce choc russo-ukrainien a également fait ressortir en grand et mis au devant le rôle fin ou réel des États-Unis d'Amérique dans cette confrontation. Pourtant, Washington est loin. L'impérium américain s'est vite posé en protecteur authentique ou fictif de l'Ukraine et incitant dans la foulée l'Union européenne à se ranger dans l'offensive avec le message insistant que la chute de Kiev sonnerait le glas de l'ensemble du vieux continent comme au bon vieux temps de la guerre froide. Mais quel intérêt pour l'Union européenne de prendre une part dans cette guerre anti-russe? Jusqu'à quelle limite poussera-t-on les livraisons d'armes par exemple? Cela ne fait-il pas de certains pays européens des belligérants dans cette guerre contre la Russie? Cette politique vaut le sacrifice des ressources sensibles et l'autonomie stratégique de l'Europe? Voilà globalement, et loin d'être exhaustif, le menu des discussions de ce soir avec nos invités du jour. Je le disais donc, comme un air de déjà-vu, le retour de la séquence de la guerre froide, d'un côté les États-Unis et l'Europe et d'un autre la Russie, colosse qui continue à voir les événements en Ukraine de susciter l'inquiétude. Mais jusqu'où va le suivisme européen vis-à-vis des États-Unis? Si suivisme il y a, bien sûr. C'est le débat du jour qu'on aura avec tout d'abord Nikola Merkovitch, analyste des enjeux politiques européens et américains, également président de l'association Est-Ouest. Bonsoir Nicolas. Bonsoir monsieur. Merci d'être des nôtres. Merci à vous pour votre invitation. Vous êtes également auteur et vous avez suivi de nombreuses opérations humanitaires dans de zones de conflit en Europe. Et puis vous serez en discussion avec Jean Bricmont, auteur également, chroniqueur et analyste de l'actualité. Bonjour Jean Bricmont. Vous m'entendez? J'ai du mal à entendre Jean Bricmont, on y reviendra dans une minute. Nikola Merkovitch, commençons par vous. Nous sommes à la veille d'une rencontre otanienne qui doit se tenir à Vilnius, en Lituanie. 31 pays de l'Alliance Atlantique vont débattre durant 2 jours. Le conflit ukrainien sera certainement au centre des débats. Zelensky souhaite que l'Alliance accueille son pays dès que possible. Réticence des États-Unis et de l'Allemagne, l'unanimisme des pays de l'OTAN contre la Russie, et connaîtrait-il des fissures selon vous? Oui, il n'y aura pas, je ne pense pas, de reconnaissance, en tout cas d'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN dans les prochains jours. Je tiens juste à souligner qu'à cette grande réunion, il y aura également des représentants de pays qui ne font pas partie de l'OTAN, des représentants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est vraiment un conseil, on va dire, du monde atlantiste au sens large et qui dépasse même un petit peu le cadre de l'OTAN. On voit très bien que Volodymyr Zelensky fait tout ce qu'il peut pour que l'Ukraine intègre l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que sans l'OTAN, il ne peut pas gagner cette guerre. Déjà aujourd'hui, avec une aide substantielle de l'OTAN, que ce soit en formateurs, en aide satellite, en imagerie, en renseignement, en matériel évidemment et en hommes. Il y a des formateurs ici de l'OTAN qui sont sur le terrain en Ukraine. Zelensky ne parvient pas à montrer des preuves de victoire, en tout cas à repousser l'armée russe. Donc il sait que la seule issue militaire et politique pour lui est d'intégrer l'OTAN. Pour autant, il y a en effet, comme vous le disiez il y a quelques instants, des fissures au sein même du bloc de l'OTAN. On a vu avec quelle difficulté la Finlande est rentrée, avec quelle difficulté la Suède peine encore à rentrer. Donc elle rentrera peut-être, mais ce n'est pas encore fait. Et on sait très bien que cela soit dans les différentes chancelleries, même aux États-Unis, il y a des responsables qui pensent que ce serait une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, de facto, l'OTAN entrerait en guerre contre la Russie. Et là, nous changeons de dimension de la guerre qui, du coup, devient mondiale, en tout cas, qui éclate partout, en tout cas, sur le territoire européen. Il y a encore en Europe et même au sein des pays atlantistes, même aux États-Unis, des personnes un peu sensées pour se dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que cette intégration de l'Ukraine pourrait être catastrophique pour l'humanité.
Jean Bricmont, je ne sais pas si on a retrouvé Jean Bricmont. Vous m'entendez ? Moi, je vous entends, mais vous m'entendez ? Parfait. Alors, vous qui, justement, analysez les médias depuis de nombreuses années, si on prend du recul pour étudier la manière dont est répertoriée la guerre en Ukraine et surtout les unes anti-Poutine de la part des rédactions occidentales, il est devenu difficile de se faire un avis objectif de la situation. Qu'en pensez-vous ? Parce que le problème fondamental de l'Europe, c'est la construction de l'Union européenne, si vous voulez, et qu'il n'y a pas de peuple européen. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de représentation démocratique du pouvoir européen. Et ce qu'on a mis à la place d'une démocratie, parce que s'il y avait une démocratie, il y aurait un Parlement. Le Parlement pourrait être avec une majorité qui serait hostile à certains États. Les États ne l'accepteraient pas. Si on faisait un gouvernement européen, combien faudrait-il mettre de Belges, de Danois, de petits pays, alors combien d'Allemands, de Français? En fait, l'idée même d'un gouvernement européen est simplement, en l'absence d'un peuple européen, est simplement impossible. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une bureaucratie européenne, qui est la Commission européenne, et qui a certains pouvoirs, mais qui était arrogée aussi des pouvoirs qu'elle n'a pas en principe. Et donc, Mme von der Leyen a décidé toute une série de sanctions contre la Russie, qui en fait ont très peu d'effets sur la Russie, et ont beaucoup d'effets contre notre propre économie. Alors, il faut ajouter à cela que, comparé à des gens comme De Gaulle, ou même Olof Palme en Suède, ou Bruno Kreisky en Autriche, ou Willy Brandt en Allemagne, ou d'autres dirigeants en Italie, il n'y a plus la moindre velléité d'indépendance de la part des dirigeants européens par rapport aux États-Unis. Ils sont tous rentrés avec la chute du mur dans le récit de la fin de l'histoire, où c'est le triomphe du libéralisme et en pratique des États-Unis. Et c'est les États-Unis qui nous servent de modèle et les États-Unis qu'on doit suivre. Et l'idée d'une troisième voie, par exemple, comme l'aurait voulu De Gaulle, est simplement impensable. Et donc, on a aussi des médias, tout un appareil médiatique qui est entièrement sur cette ligne de soumission aux États-Unis. Ce qui fait qu'on est dans un résultat assez extraordinaire où le sabotage du pipeline Nord Stream n'est même pas étudié. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Un député belge a posé la question au Parlement. Il a dit pourquoi on n'étudie pas cette question. Personne ne l'étudie. On a peur de l'étudier parce qu'on sait très bien que le résultat pourrait très bien être ce que Seymour Hersh dit, à savoir que c'est les Américains qui ont fait le coup. Et ça, on n'oserait pas l'avouer. Mais M. Bricmont, donc, on est dans une situation où l'idée même d'une indépendance de l'Europe est impensable. Et c'est ça ce qui est scandaleux. Mais au fond, on aurait peur de quoi ? Quand vous dites on a peur d'étudier ce genre de faits, au fond, les journalistes ou les observateurs auraient peur de quoi ? De découvrir que ce sont les Américains qui ont fait le coup. Ou que ce sont les Ukrainiens, mais avec l'aide des Américains. Nicolas Merkovitch, la Russie a toujours dit qu'une Ukraine dans l'OTAN serait considérée comme une ligne rouge. Et pourtant, les représentations occidentales continuent d'évoquer le sujet. Pourquoi, selon vous, au fond, on fait de la surenchère contre la Russie ? La Russie est l'objectif des atlantistes et des États-Unis depuis très longtemps. Si on remonte à l'histoire, les analyses de Spikeman, de Mackinder aux États-Unis, ils ont très bien identifié que les États-Unis pourraient avoir un jour un rival sur le continent eurasiatique, si je prends l'Europe et l'Asie. Et si vous prenez la Russie aujourd'hui, il se trouve que la Russie est aux confins de l'Asie et de l'Europe, et que la Russie distribue et a de bonnes relations avec l'Europe, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb. Donc c'est un rival de choix. Ce n'est pas aujourd'hui le plus grand rival des États-Unis qui demeure la Chine, mais les États-Unis, depuis longtemps, ont peur d'un rival, parce que le modèle impérialiste américain repose sur le fait qu'il n'y ait aucun rival. Donc, pendant la guerre froide, le rival est évidemment essentiellement l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est écroulée, les États-Unis ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de rival sur le continent eurasiatique, essentiellement dans les pays ex-communistes. Et on sait parler que ce soit la doctrine de Wolfowitz, que ce soit des think tanks comme le Project for a New American Council, les écritures de Zbigniew Brzezinski. Nous savons très bien que les États-Unis ne veulent pas d'une Russie forte, parce qu'une Russie forte signifierait une Europe forte, signifierait des relations commerciales différentes, amoindries pour les États-Unis entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie, comme je le disais il y a quelques instants. Et donc les États-Unis veulent affaiblir la Russie et surtout pas que la Russie s'approche
de l'Union européenne, qui est considéré, et je reprends les termes de Zbigniew Brzezinski, comme un protectorat américain. Donc il y a de la surenchère qui vient des néoconservateurs américains. Je rappelle ces phrases de Jeffrey Sachs, qui est un éminent économiste américain qui a pourtant participé à une partie du pillage des pays de l'Est dans la fin du communisme, et qui dit aujourd'hui que la guerre en Ukraine est le résultat de 30 ans de politique néoconservatrice américaine. John Mersheimer, un historien américain, lui-même aussi dit que cette guerre en Ukraine n'aurait pas lieu si les Occidentaux, les atlantistes, avaient accepté que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. Donc nous savons ce qu'il ne fallait pas faire. Et juste pour se mettre quelques instants dans les peaux des Russes, sans pour autant dire que tout ce qui se passe en Russie est parfait, c'est par les plaines d'Ukraine que la Russie a déjà été envahie dans le passé par les Suédois, les Lituaniens, les Polonais, les Français, les Allemands. 2 fois, ce n'est pas juste un territoire comme les autres. Et c'est pour ça que quand les Russes disent que c'est un territoire stratégique et qu'on ne peut pas laisser une puissance qui nous est radicalement hostile s'y installer, il faut pouvoir l'écouter. Et donc je pense que cette surenchère médiatique nous empêche de réfléchir et de trouver une solution. La Russie sera toujours là, comme l'Ukraine, ou en tout cas une partie de l'Ukraine, la Pologne, la France. Ces pays doivent apprendre à discuter, à dialoguer ensemble. Or, le problème aujourd'hui est que nous suivons aveuglement la politique mensongère américaine qui nous empêche d'atteindre un consensus, qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de débattre. Pourquoi ? Parce que la vision américaine est toujours manichéenne. Les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les bons contre les mauvais, les méchants. Et à cause de cela, nous avons une guerre qui a déjà coûté la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes en Ukraine. Et je rappelle, juste pour finir, que c'est cette même méthode qui a été mise en place pour tuer des dizaines de milliers de personnes en Afghanistan, en Syrie, en Libye, également en ex-Yougoslavie. Des révolutions de couleur en Afrique, en Amérique du Sud, sont à l'origine de centaines de milliers de morts qui sont la responsabilité de cette politique atlantiste. Donc il faut que les Européens se réveillent, et même les Américains, pour mettre fin à cette politique impériale qui est à l'origine de millions de morts et d'une guerre qui pourrait devenir mondiale. Nicolas Mirkovic, je reste avec vous. Vous avez fait allusion à Zbigniew Brzezinski et son fameux livre « Le Grand Échiquier ». Vous avez dit tout à l'heure que l'Ukraine suscitait l'intérêt de la Russie, mais aussi de l'Europe. Mais Zbigniew Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, fait allusion à l'Ukraine. Il dit, le livre est sorti dans les années 80, milieu 80, où il dit que celui qui contrôle l'Ukraine, c'est-à-dire cette porte eurasiatique, contrôlait le monde. Ça fait longtemps que l'Ukraine suscite débat au sein des géostratèges américains. C'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Il dit exactement que sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Donc c'est la stratégie atlantiste, c'est la stratégie des faucons de guerre à Washington, parce que l'Ukraine est en vérité un pays récent. Il faut aussi comprendre que l'Ukraine est un pays qui a été indépendant pour la première fois en 1991. Si vous remontez au XVIIe, XVIe, XVIIIe siècle, vous n'avez pas d'existence ni de peuple ukrainien, ni de nation ukrainienne. C'est une construction récente, une construction essentiellement liée à la création des différents soviets. L'Ukraine est, à vrai dire, un pont naturel parfait entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, puisque vous allez progressivement de l'Est et du Sud de l'Ukraine, qui sont très attachés à la Russie pour des raisons historiques, linguistiques, culturelles, religieuses, et progressivement, vous allez vers l'Est de l'Ukraine, dont une bonne partie faisait partie de la Pologne, et donc qui va être plus catholique, qui va être plus slave à la polonaise. Donc vous avez un pont naturel, et c'est parfait. Les ponts, c'est ce qui permet aux personnes de dialoguer, de discuter, c'est ce qui permet aussi au peuple de se rapprocher. Et Zbigniew Brzezinski, comme ces néoconservateurs américains, ont très bien compris que ce pont était ce qu'il fallait détruire pour empêcher la Russie et le reste de l'Europe de dialoguer, pour empêcher qu'il y ait une Europe forte. Parce qu'une Europe forte signifie une Amérique faible. N'oublions pas que c'est ce que disaient précisément Mackinder et Spykman. Quand vous regardez une map monde, 75% de la population, 75% des ressources naturelles connues à notre jour se trouvent entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Les Amériques sont une île. L'Australie est une île, sont très loin de ça. Or, si les États-Unis, qui sont très loin de l'essentiel de la planète, veulent continuer à régimenter, à gouverner le monde, eh bien, il met en place la règle des empires, c'est divide et impera, diviser
pour mieux régner. Donc il faut qu'il y ait des guerres pour opposer les personnes. Alors Jean Bricmont, depuis le début de cette guerre, on a l'impression qu'il s'agit d'une, corrigez-moi si je me trompe, d'une guerre un peu virtuelle. On a Zelensky, ancien acteur, qui apparaît dans toutes les représentations mondiales, type culturelles comme les Oscars. Il se fait applaudir dans toutes les manifestations, reçu en grande pompe également. Sur le terrain, je parle du conflit, alors les agences de presse parfois se contredisent, on prend un territoire, on perd un autre, les communiqués de presse des deux belligérants se désavouent, il y a eu l'épisode du drone au-dessus du Kremlin, la mutinerie de Prigojine, avec une presse qui en fait ses choux gras. Comment démêler le bon grain de livret de tout ce tombeau de nouvelles ? Moi, je suis très sceptique vis-à-vis des allégations occidentales. Il ne faut pas remonter aux armes de destruction massive en Irak. Il faut voir toute l'histoire de la guerre du Vietnam, des guerres en Yougoslavie, du massacre de Ratchak, du massacre de Timisoara en Roumanie, l'incident du golfe du Tonkin. On peut montrer les usages d'armes chimiques en Syrie. Il y a des tas de récits qui, après quelques années, s'avèrent être faux ou au moins biaisés. Et moi, je suspends mon jugement. D'ici quelques années, on connaîtra plus le vrai du faux de cette guerre. Mais ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'on parle toujours de l'Ukraine comme s'il s'agissait d'un pays unifié. Or, moi-même, je viens d'un pays qui est divisé linguistiquement, la Belgique, et c'était même pas évidemment la Yougoslavie. C'est pas un pays unifié. En Ukraine, il y a une population russe, c'est-à-dire russophone, si on veut, des Russes, dans l'est de l'Ukraine et en Crimée. Et ces gens, en tout cas aujourd'hui, ne se sentent pas ukrainiens, n'ont pas spécialement envie de faire partie de l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui. Ils ont peut-être accepté dans le passé, soit parce qu'ils n'avaient pas le choix à l'époque soviétique, soit parce qu'ils pensaient que l'Ukraine unifiée pourrait fonctionner après 1991. Mais c'est pas du tout la situation aujourd'hui. Moi, je ne vois aucune raison pour laquelle ces gens ne pourraient pas être indépendants, ne pourraient pas être autonomes, ou ne pourraient pas comment dirais-je, c'est avoir une forme d'autonomie, ou maintenant c'est nécessairement l'indépendance et le rattachement à la Russie. Et je ne vois pas ce qui est extraordinaire chez les Occidentaux, c'est quand il y a eu la guerre du Kosovo, ils ont considéré que la volonté du Kosovo, qui faisait partie de la Serbie à l'époque, enfin de ce qu'on appelait la Yougoslavie à l'époque, avait un droit total à l'indépendance et finalement à l'expulsion aussi des Serbes, les Serbes qui vivaient là où ils étaient minoritaires au Kosovo et des autres minorités, et dont l'épuration ethnique, si on veut. Le droit à l'indépendance était total, les frontières du Kosovo étaient sacro-saintes, et les frontières de la Serbie, qui incluent le Kosovo, ne l'étaient pas. Et la même chose s'est passée en Croatie, lors des guerres en Yougoslavie, où on a dit, voilà, la Croatie, l'intégrité territoriale de la Croatie, c'est sacro-saint, et si les Serbes de Croatie ne l'acceptent pas, ben on les expulse, c'est ce qu'on a fait en 95. Et donc, le discours occidental est totalement incohérent, parce que pourquoi alors, si on accepte ces indépendances, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas l'autonomie du Donbass ou de la Crimée? Et c'était ce qui était prévu dans les accords de Minsk, et c'était ce qu'on avait accepté formellement. En fait, on n'a pas accepté réellement, on l'a accepté, on a utilisé ça pour gagner du temps, armer l'Ukraine et préparer l'Ukraine à reprendre ses pas à la force ou résister à une intervention russe si, comme ça a été le cas, les Russes interviennent pour défendre les populations du Donbass. Nicolas Merkovitch, vous connaissez bien justement le dossier du Kosovo. Vous avez écrit un livre sur le sujet. En 1999, la guerre otanienne contre la Yougoslavie de Milosevic a été menée. Et résultat, il y a eu la création, rapidement, je rappelle, je simplifie la séquence, il y a eu la création du Kosovo, qui est un territoire toujours en proie aux violences. Donc, c'est une guerre, à l'époque, au sein d'un continent européen, mais menée par les États-Unis. À votre avis, est-ce que c'est à ce moment-là que l'autonomie stratégique de l'Europe est morte? En tout cas, les États-Unis ont montré qu'ils n'avaient cure des choix, des décisions des Européens. N'oublions pas que cette guerre est complètement illégale au regard du droit international, de la Convention, de la Charte de l'ONU, de la Convention de Genève, de l'acte final des accords d'Helsinki. Elle est contraire même à la charte même de l'OTAN. Moi, j'ai eu l'occasion à l'époque de discuter avec le président de la Commission, Jacques Delors, et je lui ai demandé, on était en tête-à-tête, il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait personne, et je lui ai demandé, mais
Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire? Je pensais que l'Europe, c'était la paix. Est-ce que nous n'avions pas intérêt à essayer de trouver un moyen de dialoguer entre ces différents peuples yougoslaves qui partageaient, que nous connaissions bien? Il m'a regardé, il n'a pas voulu me dire la vérité, mais il m'a dit, je n'avais pas le choix, nous n'avions pas le choix. Et pour moi, cette phrase est restée toujours énigmatique. Et je la comprends mieux aujourd'hui. Pour moi, mon interprétation de cette phrase de Jacques Delors était qu'il n'avait pas le choix parce que les États-Unis ont imposé le bombardement illégal de la Yougoslavie. Je rappelle que lors de ce bombardement, l'OTAN a bombardé essentiellement des cibles civiles, que l'OTAN a bombardé tout le Yougoslavie alors que les combats étaient au sud de la Serbie, au Kosovo, et qu'après 78 jours de résistance héroïque du peuple serbe, il y a eu les accords de Kumanovo. Suite à ça, il y a eu 40 000 soldats de l'OTAN sur place au Kosovo. Le Kosovo est devenu la plus grande plaque tournante de drogue en Europe, et que malgré la déclaration... Et du trafic d'organes. Et du trafic d'organes, et également différents trafics, du crime organisé aujourd'hui. Malgré une déclaration unilatérale d'indépendance en 2008, le problème du Kosovo n'est pas réglé. Aujourd'hui, les pays qui représentent 5/7 de la planète ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. L'Algérie ne reconnaît pas le Kosovo, la Russie, le Brésil, le Vatican, l'Espagne ne reconnaissent pas l'existence de ce Kosovo. Or, on essaie de nous faire croire dans les pays de l'OTAN que le Kosovo est un pays. Et aujourd'hui, nous avons encore des heurts, nous avons encore des différends. Donc pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que cette guerre illégale des Américains et des pays de l'OTAN en Europe sont à l'origine déjà de milliers de morts, n'ont pas du tout apaisé la situation. Les Balkans sont toujours très corrompus, les Balkans sont toujours très très pauvres, et vous avez un trou noir qui est le Kosovo qui n'est pas réglé. Donc les atlantistes ne savent pas régler les problèmes. En revanche, ils ont ouvert la boîte de Pandore de la guerre, parce qu'à partir du moment où les atlantistes peuvent changer les frontières d'un pays européen, pourquoi est-ce que d'autres pays européens ne se diraient pas moi aussi je vais changer les frontières, je ne respecte plus le droit international, moi si j'ai envie de faire la guerre, je vais faire la guerre. En gros, en franchissant cette ligne rouge des accords, des conventions qui avaient été mises en place durement après la Deuxième Guerre mondiale, en s'affranchissant de ces règles, de ces conventions et de ces signatures d'État, eh bien l'OTAN a ouvert la boîte de Pandore, a plus aucun respect des accords, puisque si un pays ne peut pas les respecter, pourquoi est-ce que les autres ne le feraient pas? Et c'est catastrophique. Et c'était l'origine, là, comme vous le disiez il y a quelques instants, c'est à ce moment-là que les États-Unis ont montré à l'Europe, voici le chemin que vous devez prendre. Et voilà ce qui va se passer si vous ne respectez pas ma ligne de conduite, si vous ne respectez pas la domination des États-Unis, vous allez être bombardé, vous serez tué, vous serez mis au banc de la société. Et je rappelle aussi que la Yougoslavie a subi des sanctions qui ont été très très difficiles, qui ont empêché les Yougoslaves d'obtenir des médicaments, des aliments nécessaires pour vivre leur vie de tous les jours. Et l'origine de cela est dans la Maison-Blanche à Washington, D.C. Parfait. Et aussi à cause de la servilité des hommes politiques européens. Malheureusement, le temps file. On aimerait encore plus rester sur le sujet, tellement il y a de choses à dire. Jean Bricmont, dernière question. Durant l'été 2013, il y a un jeune informaticien qui s'appelle Snowden qui a parlé d'un vaste réseau, d'une toile d'écoute qui a touché les chancelleries et parfois les centres de décision occidentaux. Et pourtant, on a vu le sort qui est réservé à Snowden. Vous qui êtes attaché à la liberté d'expression, vous avez signé plusieurs articles allant dans ce sens. Comment se fait-il que les Occidentaux, si attachés à la liberté d'expression, n'ont pas pris, je parle des décisionnaires, n'ont pas assez défendu Snowden? C'est toujours la même histoire. Il ne faut plus parler d'Occidentaux, il faut parler des États-Unis et de leurs valets, parce que l'Occident n'existe pas. L'Europe n'existe pas pour les raisons que j'ai expliquées, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, et il y a des différences énormes, même en Europe de l'Est, entre la Hongrie et la Pologne, et puis il y en a évidemment entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Mais seulement, il y a aussi le fait que tous ces pays, à commencer par l'Allemagne, qui est le plus puissant de tous, sont inféodés aux États-Unis. Le fait que l'Allemagne ne défende pas ses propres industries qui sont en train d'être ruinées et en partie transférées aux États-Unis, et qui sont incapables de défendre, c'est ça ce qui est frappant. On pourrait, si on est marxiste, je ne suis pas spécialement, mais si on est marxiste, on pourrait dire, voilà, la bourgeoisie, les intérêts financiers, économiques, etc., contrôlent la politique du gouvernement. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce que les entreprises européennes n'ont rien à gagner dans cette aventure en Ukraine. Elles ont beau
Je ne sais pas ce qu'elles disent, elles ne peuvent rien dire par rapport aux médias, par rapport à l'atmosphère générale de bellicisme. Et c'est la même chose avec Snowden. Il n'y a personne qui va oser défendre Snowden. Personne ne va oser défendre Assange dans la situation encore bien pire. Et ça, c'est des gens qui, en fait, défendent notre liberté à nous. Parce qu'ils disent, par exemple, Snowden révèle que les Américains espionnent nos dirigeants, ils espionnent nos entreprises. Quand ils espionnent nos entreprises, évidemment, ils volent aussi des secrets technologiques. Et tout ça est fait, et personne ne réagit. Donc on est vraiment, en fait, vous connaissez sans doute le film La chronique des années de Brest. J'ai tendance à comparer un peu l'Europe aujourd'hui à l'Algérie à l'époque coloniale. Malheureusement, M. Brickman, on est obligé de rendre l'antenne. On essaiera de consacrer une émission au cas Snowden. Jean Brickman, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes analyste des médias. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également, je tiens à remercier Nicolas Mirkovic qui nous a aussi enrichi avec ses analyses. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. L'échiquier international arrive à sa fin et je vous dis à demain.